mi-temps de leur vie, les Karadec ont une envie, vivre mieux. Alors, ils deviennent propriétaires d'une merveilleuse maison dans un lotissement écologique et éthique loin de la grande ville. Mais une demeure exceptionnelle ne rend pas forcément la vie meilleure. Car il faut parfois composer avec celles et ceux qui vivent à côté de vous. Les Karadec en feront l'amère expérience et nous les verrons sombrer dans un cauchemar éveillé sous la plume de Julia Deck dans Propriété privée. Anita est encore jeune quand elle emménage à Bordeaux pour réaliser son rêve, celui de devenir danseuse professionnelle. Son studio, adossé à une superbe maison d'architecte, lui semble idéal. Et puis, on frappe à sa porte. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 273, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. J'ai 27 ans, on est en 2019 et j'habite à Paris. Je travaille donc dans l'esthétique et le massage, dans un spa. Et j'ai comme passion, depuis toute petite, la danse qui fait partie de ma vie. J'ai commencé la danse à partir de l'âge de 6 ans avec du classique pour avoir des bases et je me suis très vite ennuyée parce que trop académique. Et j'ai très vite commencé ensuite à faire de la danse moderne pour finir sur des danses urbaines comme le hip-hop, le rag and soul et l'afro. Et je me suis projetée un rêve que j'ai aussi depuis toute petite, d'aller très très loin dans la danse et de faire au moins une fois dans ma vie une très grande scène ou quelque chose d'inatteignable. Un jour, je vais voir un spectacle de danse avec ma cousine et à la fin, il y a une équipe qui passe et là, c'est le coup de foudre. C'est une équipe bordelaise qui se produit en méga crew. Le méga crew, c'est un groupe d'environ 40 danseurs. Mon désir d'être sur une grande scène est beaucoup plus ciblé, celle de faire partie de championnats dans le hip-hop. Depuis que j'ai vu ce spectacle, je me décide donc de préparer intensivement les auditions qui ont lieu en septembre 2018. Je fais de l'intérim tous les jours. Je travaille d'arrache-pied pour pouvoir me payer des cours de danse, généralement dans les plus grandes écoles. Et ensuite, je décide de me déplacer sur Bordeaux pour passer les auditions. Donc j'arrive aux auditions le matin vers 10 heures. On est environ une centaine de danseurs. Au bout de 10 heures d'audition, finalement, on finit par connaître la réponse finale de savoir qui va être sélectionné dans environ 70 danseurs restants, sachant qu'il y a 30 danseurs qui sont pris et une vingtaine d'autres aussi en remplacement. Donc en tout, une cinquantaine. Au bout de 3 heures donc, de réflexion du jury, les réponses arrivent et j'entends mon nom. Je ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Il est minuit, donc je suis complètement épuisée de ma journée, toute la pression retombe, mais je repars chez moi en ayant cette idée-là dans la tête. Elle germe pas encore parfaitement, mais c'est là. Les entraînements commencent immédiatement. Pour l'instant, j'ai pas de logement parce que je m'attendais pas du tout, finalement, à avoir, un oui aux auditions. Donc je recherche des appartements en sachant que c'est quand même très difficile d'avoir un logement, rapidement. Donc je décide de septembre à octobre de loger dans des Airbnb et de faire des allers-retours entre Paris et Bordeaux. C'est compliqué de trouver un appartement parce que aussi je suis en intérim, dans le sens où il faut 3 fiches de paye, il faut avoir un contrat assez solide vis-à-vis des agences. Donc je me concentre plus sur, des sites de particuliers où là, le dossier peut, passer plus facilement. À ce moment-là, l'appartement pour moi est très important à trouver parce que les allers-retours commencent à déjà m'épuiser alors que, les entraînements, sont difficiles. Ça coûte de l'argent de faire des allers-retours, ça coûte de l'argent de payer des Airbnb. Un jour, sur un site de particulier, je trouve une annonce qui est quand même très alléchante, mais assez concrète dans le sens où le prix correspond à l'appartement. Je me dis: «C'est pas une arnaque». Dans tous les cas, il y a pas grand choix autour. Donc tu contactes, tu n'as rien à perdre, tu visites
et tu fais ton choix par la suite. La réponse est très rapide le jour J, au bout de 2 heures. On se donne rendez-vous et je me rends sur place pour visiter. J'arrive à cette adresse, je vois une magnifique maison d'architecte. Je me dis: «OK, c'est pas une arnaque». Donc la particularité de cette maison, c'est qu'il y a une entrée partagée où il y a la porte pour les propriétaires et la porte qui est pour moi. Le propriétaire qui est là, ce jour-là, a une cinquantaine d'années. Il me fait visiter, c'est quelqu'un de très cool, qui est vraiment pas prise de tête. D'ailleurs, il me le répète sans cesse que: «Tu t'inquiètes pas, avec moi, je suis, à la cool, tu peux mettre la musique à fond quand tu veux, ça ne me dérange pas. Ici, tu fais comme chez toi». Il me le fait visiter tout seul parce que sa femme est encore à Paris pour finir une formation dans son métier et elle doit le rejoindre, normalement 3 mois plus tard. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir un pied-à-terre pour, mes entraînements donc ça a l'air d'être OK pour lui, ça a l'air d'être OK pour moi, donc j'accepte. Les 3 premiers mois se passent très bien. J'ai affaire à quelqu'un, donc à un propriétaire qui est quand même très jeune dans sa tête, malgré la cinquantaine. Je peux faire ma vie très librement, il y a jamais de dérangement quelconque qui pourrait me dire: «Tu fais trop de bruit, tu rentres trop tard». C'est vrai que j'ai des entraînements qui peuvent durer jusqu'à tard le soir. Je ne me sens pas du tout persécutée par sa présence, je ne la ressens même pas du tout, tellement il se fait petit. Et le peu de fois où on se croise, ça se passe très bien. J'ai pas l'impression que ce soit un propriétaire pour moi, on dirait que c'est un pote qui a 20 ans de plus, donc tout se passe bien. Les entraînements sont difficiles parce qu'on demande beaucoup de niveau dès le départ. Je pense que la coach, involontairement ou pas, essaye de tester notre mental pour voir qui va être assez fort pour tenir ce premier mois ou pas. Pour ensuite savoir si, en nous observant bien dans ce mental, on va pouvoir s'accrocher durement pour de quelconques compétitions ou pour savoir si on peut être titulaire ou si on a plutôt une âme de remplaçant. C'est un test général. Toutes les semaines, il y a des évaluations de par cette coach principale et il va y avoir tout de suite un esprit de compétition qui va s'installer entre danseurs. C'est pas quelque chose que je connais parce que pour moi la danse au départ c'est une passion, mais c'est un aspect que je découvre, lors de cette promotion. Donc tous les matins je me lève, je fais des pompes, du gainage pour prendre de l'avance. Je revois totalement mon alimentation. Je commence vraiment à adopter un mental de sportif haut niveau en me disant: «Si c'est peut-être par là qu'il faut passer, je le ferai». Je rêve d'une chose, c'est d'aller jusqu'à la coupe du monde. Il y a plusieurs étapes pour arriver à cette coupe du monde. On passe par les championnats de France. Si on valide les championnats de France, on passe par les championnats d'Europe et forcément, si on valide les championnats d'Europe, on finit donc au championnat du monde. On commence sérieusement à s'entraîner pour les premiers championnats, la première étape, donc le championnat de France. Tout se passe bien dans ma vie, je réalise non seulement mon rêve, non seulement je suis dans un appart qui me plaît énormément, je commence à rencontrer des gens, des amis, les collègues de danse avec qui je sors. Donc pour moi, c'est la vie rêvée. D'autant plus que la ville bordelaise, pour moi, est un gros coup de cœur. Je m'y plais énormément et la vie est complètement parfaite. L'école de danse où je suis, par rapport aux entraînements, c'est une école, donc pour former des danseurs amateurs, qui demande beaucoup d'investissements financiers, que ce soit à l'inscription, à l'investissement des vêtements de sport, des chaussures, des compétitions, des déplacements. Donc je décide de très vite reprendre, mon travail initial, qui est l'esthétique. 3 mois après mon installation, je fais la connaissance de la propriétaire qui a fini sa formation, qui vient donc s'installer sur Bordeaux, rejoindre son mari avec son enfant de 3 ans. La propriétaire, pour faire connaissance avec moi, décide de toquer directement à ma porte. Je ne suis pas habituée à ce genre de manière, mais je me dis: «Bah, vu qu'on vit dans la même maison, pourquoi pas?» Puis, cette dame me propose donc de boire une bière, chose, que j'accepte.
Le soir même, je toque en retour. Il m'accueille, de façon très agréable: «Installe-toi, fais comme chez toi, qu'est-ce que je te sers?» Tout se passe bien. Le mari s'installe un petit peu plus loin, dans un fauteuil, ne dit rien et m'observe. La femme, elle, me pose beaucoup de questions. J'ai même pas la place d'en poser en retour, parce que j'ai l'impression à ce moment-là de faire partie d'un interrogatoire où il y a un commissaire qui m'observe dans le canapé et puis il y en a un qui me questionne. Au départ, les questions, elles sont complètement anodines. «Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel âge tu as? Qu'est-ce qui t'amène à Bordeaux?» Donc je me dis: «OK, c'est quelqu'un d'ouvert qui s'intéresse à moi, c'est cool». Donc je lui explique que je suis arrivée il y a pas longtemps, que je suis là pour un rêve, que je travaille donc dans le monde du bien-être. Alors le mari m'observe encore, sans jamais rétorquer quoi que ce soit ou s'intéresser à ce que je dis. Son regard est très fixe. On n'est plus du tout sur le mode à la cool. Il y a un comportement complètement étrange qui se passe là maintenant. J'essaye de ne pas y prêter attention. Les questions deviennent un petit peu plus intrusives. Est-ce que tu as un chéri ou une chérie dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu fais, ci ou ça dans l'appartement? C'est quoi ta façon de faire le ménage? Je commence à me braquer au niveau de mon corps. Je sens que je me ferme petit à petit. Je croise les bras, je serre les jambes, je suis vraiment prête à partir sur le moment parce que je suis dans un malaise ambiant où d'un côté, je n'ose pas dire, «Allez, je me barre» parce qu'on est quand même voisins et d'un autre côté, je me dis: «Bon, on va pas gâcher les relations dès le premier jour». Donc les questions, elles sont un petit peu bizarres, mais c'est à toi aussi de les guider, savoir si ça va trop loin ou pas assez. Donc mes réponses à la fin sont très vagues, c'est du oui, du non et c'est tout. Je pars de cette soirée de façon très cordiale. Dans mon esprit, il y a quelque chose qui switch, clairement. Je ne le fais pas ressentir parce que pour moi, c'est pas quelque chose, de très important dans ma vie actuelle. Ce n'est qu'un détail. J'ai d'autres chats à fouetter et je rentre chez moi tranquillement. L'état des lieux a lieu 3 mois plus tard parce que la femme voulait être présente pour avoir, l'œil assez, maniaque et précis, pour pas qu'il y ait d'erreur dans ce rapport. Ça me paraît bizarre, mais en même temps, je me dis: «C'est un contrat particulier, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas tous mes droits, je laisse faire». L'état des lieux se passe donc, avec le mari, la femme et l'enfant. L'enfant a 3 ans. L'état des lieux se passe très bien. Le fils, prend tout de suite ses aises chez moi, c'est-à-dire qu'il attend même pas que j'ouvre la porte, il rentre dans la maison. À ce moment-là, je me dis: «C'est un enfant de 3 ans, comprends». Puis petit à petit, au fur et à mesure, vu que moi, je dois me concentrer aussi sur, l'état des lieux, le fils commence à monter sur mon lit et à sauter sur mon lit avec ses chaussures. Il tire la queue de mon chat. Là, je regarde un petit peu bizarrement les propriétaires en me disant, «Bon, c'est quand même mal poli de ma part d'interagir, faites-le avant moi». Chose qui ne se passe pas ou alors très légèrement, c'est, «Oh, descends du lit», quelque chose de très léger. Donc je suis un petit peu dépassée par la situation, mais encore une fois, j'occulte. Je me concentre sur ce que j'ai à me concentrer, je fais mon état des lieux. Encore une fois, je me dis: «C'est qu'un détail, c'est l'état des lieux, ils vont pas être tous les jours chez toi, tu ne côtoieras pas tous les jours cet enfant-là». Donc je précise que l'état des lieux, c'était pour une location meublée, mais c'est pas dans les normes d'un meublé et il manque, beaucoup d'objets qui sont nécessaires pour un appartement meublé. Pendant l'état des lieux, je notifie quand même qu'il me faut un micro-ondes au minimum. La couverture encore, ça passe. Les autres objets comme la vaisselle, ça passe. Je fais la proposition, cette proposition n'est pas forcément bien reçue. Il me propose de faire 50-50. Pendant plusieurs jours, je ne recroise pas mes propriétaires, chacun fait sa vie, je fais mes entraînements tranquillement. Un jour, j'entends encore une fois toquer à ma porte la propriétaire. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu de toquer directement à ma porte, même si on habite sous le même toit. Je considère qu'on a tous notre intimité et que je dois être au minimum prévenue, par message ou on ne sait pas ce que je peux faire à ce moment-là. J'ouvre
un petit peu avec un sourire, forcé, mais j'ouvre. Donc la propriétaire me demande si tout se passe bien, si je suis bien installée. Ce à quoi je réponds que oui, tout se passe bien. Je n'ai pas à me plaindre de cette location et elle commence à regarder un petit peu par au-dessus mon épaule pour voir ce qui se passe dans l'appartement. La porte n'est pas grande ouverte, pourtant elle arrive quand même à initier son regard pour voir, ce qui se passe. Je me dis: «Bon, OK, tu fais pas gaffe aux détails depuis le départ, mais tu es quand même chez toi, tu payes quand même un prix pour être ici». Je lui demande: «Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu quelque chose, qui va pas?» Ce à quoi elle me répond: «Bah, je regarde ta plante derrière, j'aimerais que tu mettes une petite coupe en dessous de cette plante parce que si tu l'arroses, l'eau, elle va tomber par terre». Je lui précise que cette plante-là n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage et que quand bien même je l'arrosais, c'était dehors. Vous en faites pas, je fais attention à votre parquet. Je dis pas grand-chose sur l'instant, je réponds juste pour rassurer et on prend congé et pendant plusieurs jours, pareil, je ne les recroise pas. Ça m'agace énormément. Je le garde en moi parce que je reviens sur le fait que c'est pas ma priorité, mais aussi parce qu'on est quand même voisins très proches et que je le vivrais mal d'avoir, une relation, tendue. Je passe outre et je reprends ma petite vie tranquille. À ce moment-là, le mari s'efface totalement du tableau. C'est-à-dire que je ne reconnais pas du tout le caractère que j'ai pu apprivoiser les 3 premiers mois où sa femme n'était pas là. À ce jour, je le croise, c'est un bonjour, c'est un au revoir de temps en temps, mais le comportement a complètement changé. Je croise surtout la femme qui, elle, est beaucoup plus impliquée dans son rôle de propriétaire. Elle continue forcément à toquer comme bon lui semble. Il y a des jours où je décide de répondre, il y a des jours où je décide de ne pas répondre. Un jour, j'ai un problème de volet électrique, ce à quoi, je préviens la propriétaire vu que c'est elle qui me paraît, la plus impliquée dans l'histoire. Elle vient tout de suite, 5 minutes plus tard, toque à ma porte, je réponds, je la laisse rentrer. Pareil, elle a toujours un petit œil, pour vérifier ce qu'il y a pas, si c'est bien entretenu, pas bien entretenu. Vraiment un œil de jugement. Elle rentre dans ma chambre, là où le volet ne fonctionne plus. Sur le bord de la fenêtre, là où le volet est cassé, il y a un cendrier. De temps en temps, il m'arrive de fumer. Tout de suite, je vois que son regard, il commence à se durcir un petit peu et là, la première remarque réelle arrive. Donc elle me dit qu'elle n'apprécie pas ça, que je ne suis pas censée mettre, des cigarettes, sur le rebord de la fenêtre, c'est pas propre, que, j'aurais dû être aussi plus responsable pour le volet. Pourquoi il est cassé? Tu dois faire attention, tu peux pas l'ouvrir à n'importe quelle heure ou le fermer à n'importe quelle heure. Moi, je trouve ça très bizarre ce qu'elle est en train de me dire. Je commence vraiment à me dire: «Ah OK, elle est perchée, fais pas attention à ce qu'elle te dit. Tu t'es un petit peu renseignée aussi sur ce qu'il y avait dans le contrat. Tes droits, ce sont tes droits. S'il y a quelque chose qui est cassé, comme un volet, tu préviens, ça doit être, réparé, basta». Donc j'ai beau me concentrer sur mes objectifs, là je me dis: «OK, la bonne poire, ça va 2 minutes». J'essaye de lui notifier que là, ça passe pas. D'un côté, je me dis: «Tu risques d'altérer tes relations de propriétaire-locataire» et d'un autre côté, si tu ne le fais pas voir maintenant, tu t'écrases pour la suite. Donc je décide de lui dire que ça ne la regarde pas, que je suis en location, que j'ai mes droits et que si elle doit se plaindre de quelque chose, c'est à la fin du contrat, lors de l'état des lieux de sortie et que je paierai ce qu'il faut payer si quelque chose est abîmé. Mais que pour l'instant, si j'ai envie de fumer des cigarettes au bord de cette fenêtre, je fume des cigarettes. Tout ça, je le dis pas avec animosité, je le dis avec, de façon très cordiale, mais avec fermeté quand même pour lui dire que faut pas trop me marcher dessus non plus. Je remarque à ce moment-là que son comportement change drastiquement. Son regard devient noir. Je sens que ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas grand-chose. Elle prend juste congé. Je ferme la porte. Je sens que quelque chose change. Mais pareil, je reprends ma vie.
Je formule, de façon écrite, que le volet doit être réparé. Basta, je passe à autre chose. Lors de l'état des lieux, je remarque pas tout de suite que le chauffage n'est pas du tout présent dans cet appartement. Les propriétaires m'avancent que le chauffage est au sol, donc j'attends des mois, je vois qu'il y a rien qui chauffe sous mes pieds. C'est quelque chose que je précise au fur et à mesure des mois, que je demande: «Voilà, est-ce que vous pouvez augmenter la température?» Je ne sens pas de chaleur dans cet appartement. Les mois passent, on arrive en hiver, je me l'écaille clairement. Donc plutôt que de sans cesse demander, déranger et cetera, je décide d'aller acheter un petit chauffage, soufflant, classique, pour pouvoir me chauffer. Je vois que ça pose un souci de demander à chaque fois, bah, pareil pour le technicien, de venir, me réparer le volet, que c'est quelque chose qui tarde, le volet reste cassé. Je fais tout par écrit. Je prends rendez-vous avec un technicien moi-même. Pareil, je vois que légalement, je peux le faire et en prévenant les propriétaires de sa venue, que je leur soumettrai la facture ensuite. Donc je prends le taureau par les cornes et puis je me dis: «Allez, on va le faire venir ce technicien», vu que les propriétaires ne bougent pas d'un poil. Le technicien vient, il me répare le volet, il me dresse la facture. Je la remets gentiment dans la boîte aux lettres en photocopiant le double, en preuve. Ça ne plaît pas du tout. Les hostilités commencent doucement, c'est-à-dire qu'il refuse, drastiquement de payer quelconque facture. Je me dis: «Stop, on va tout, mettre par écrit. Il est hors de question pour moi, d'avoir affaire à ces gens-là de mauvaise foi». Donc je décide d'arrêter les rapports, en face et de tout mettre par écrit. À côté de ça, les entraînements s'intensifient de plus en plus parce qu'on prépare les championnats de France. On passe, de 6 heures d'entraînement par semaine à environ 10 heures par jour. C'est quelque chose que je vis très bien. C'est pas une image que je me suis faite forcément du monde de la danse, mais j'accepte petit à petit que c'est une compétition et que la mentalité, change un tout petit peu de ce que je me fais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui sur la danse en loisir. Là, c'est vraiment la danse, en métier. Je rentre tous les soirs très tard de chez moi, je suis complètement épuisée et je rajoute un sentiment, c'est le stress que ça peut engendrer de rentrer chez moi parce que je ne me sens plus du tout à ma place. Je sens qu'à tout moment, la situation peut vriller si je les croise. Je me retrouve à rentrer chez moi comme une petite souris à essayer de faire le moins de bruit possible. Je fais ça parce que j'ai pas envie qu'ils aient connaissance de mes heures d'arrivée, de mes heures de départ. Sans m'en rendre compte, je sens que je commence à m'écraser petit à petit, à ne pas vouloir faire de bruit pour qu'on ne sente pas que je suis là. À contrario, eux, ils font beaucoup de bruit. Ils mettent, volontairement ou non, hein, du hard rock metal, collé au mur à 23 heures le soir, ça tape dans les casseroles à 7 heures du matin. Bon, je suis pas naïve, je sais que normalement on fait pas ça. Je mets mon casque, je m'écroule dans le lit, je me concentre sur autre chose parce que les compétitions approchent à grands pas. Pareil, j'occulte, je ferme les yeux, je m'endors et c'est reparti pour les entraînements du lendemain. Je sens que quelque chose change, je sens que les relations s'empirent. Quand je parle du sas d'entrée, j'entends les allées et venues de mes propriétaires. Donc, le matin, quand le petit va à l'école, ça tape des pieds très fort. J'entends même volontairement la propriétaire dire: «Vas-y, maintenant». Donc ça tape des pieds, ça tape dans les murs. Il y a des comptines au réveil, donc vers 6 heures du matin, de tout genre, à fond, qui traversent les murs, clairement. Je ne réagis pas. Je pense à autre chose. Nous sommes en février, la compétition de France arrive. Une, titulaire n'a pas pu venir lors de ces compétitions parce que son passeport, n'était pas valide. Un coup de chance pour moi parce que je suis remplaçante à ce moment-là et que, ben, en quelques heures, je deviens titulaire. Donc, pour moi, la pression monte, mais je me sens prête à affronter ce premier combat.
Je me sens très excitée à l'idée de enfin, après des mois et des mois de travail acharné, de monter sur scène avec un sentiment de rage intense que je garde au fond de moi, mais qui ressort ce jour-là. On est aux compétitions, c'est à notre tour de passer. Je me sers de cette rage pour donner tout ce que j'ai. Lors de ces 5 minutes sur scène, je décide de laisser complètement aller mes émotions, que ce soit la rage, que ce soit l'aboutissement de tout ce travail acharné pendant ces quelques mois. Les 5 minutes passent, il y a un bonheur qui arrive tout de suite parce que je me dis: «Je l'ai fait». La première étape, je la valide. Et c'est ce qui se passe. Après de longues minutes d'attente, les résultats de cette compétition tombent. Donc, notre équipe, gagne les championnats de France. Je suis fière parce que d'un côté, je m'attendais pas du tout à me retrouver sur cette scène, le jour même. Donc c'est pour moi une première étape de valider, vers le chemin de mon rêve finalement qui est, le championnat mondial. On fête ça, on en profite à fond et on dort sur place et on rentre le lendemain. Le lendemain, je rentre chez moi encore sur un petit nuage, très heureuse d'avoir accompli, ce premier step, mais quand même avec un petit sentiment en arrière-plan de: «OK, je rentre dans la réalité, je vais sûrement recroiser, mes propriétaires». J'essaie de pas trop me faire écraser par ce sentiment et d'essayer de profiter à fond de ce petit moment de flottement. Je rentre, tous les petits tapages nocturnes continuent, les petits dérangements continuent, mais moi, je prends ça un petit peu comme, une habitude, je me dis: «Il y a rien de méchant, ne fais pas attention à ça, continue ton objectif». Il y a peut-être quelques petites choses qui s'ajoutent, comme je vois qu'on ouvre mon courrier, je vois que, ma boîte aux lettres est cassée. Quand je demande, une clé de remplacement, c'est la croix et la bannière pour l'avoir. Des petits conflits, mais je me prépare pour les championnats d'Europe qui ont lieu en avril. J'intensifie un petit peu mes entraînements parce que je reprends la place de remplaçante. Je n'ai qu'un désir, c'est de retrouver cette place de titulaire, mais de la mériter cette fois-ci, donc je me bats 10 fois plus. J'ai quand même en parallèle, mon activité de masseuse qui décolle à mon compte, donc beaucoup de travail. Je m'alimente de moins en moins parce que le stress m'habite au quotidien. J'ai du mal à prendre du plaisir en mangeant, donc je m'affaiblis, mais d'un autre côté, j'arrive à puiser, toutes mes forces restantes pour pouvoir m'investir à la salle de sport, pour pouvoir gagner cette place de titulaire. Je sens que finalement, ce qui me fait perdre mon énergie, c'est tout ce qui peut entourer la danse, mes problèmes au quotidien, les petits conflits qui se passent, qui ont l'air de rien, mais qui me mangent en fait petit à petit. Mais je me dis, encore une fois, t'as pas fini ton objectif, t'es pas venu là pour rien. Je garde cette idée-là en front, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pas la prétention de rechercher un autre appartement parce que, étant auto-entrepreneur, je n'ai pas le dossier assez solide pour pouvoir chercher un appartement en agence qui, pour moi, est beaucoup plus évident au vu du problème que je rencontre, entre particuliers. Pour moi, la question ne se pose plus. Je dois chercher un appartement en agence, mais je prends conscience que ça va être beaucoup plus difficile que ça. J'essaye quand même de monter un dossier d'étudiante, de demander à mon école de danse de me faire passer un certificat comme quoi je suis en formation pour pouvoir le justifier, pour avoir une carte étudiante, pour ensuite avoir un appartement avec ce dossier en tant que pseudo-étudiante et des garants. C'est quelque chose que je peux avoir si je constitue un dossier comme ça. Donc je le fais, mais il y a pas d'appartement à ce moment-là, quoi. Donc le dossier est constitué, mais je n'entame pas de recherche pour l'instant parce que je suis, concentrée dans tous mes entraînements. Je n'ai vraiment pas le temps d'investir quelconque argent dans des cautions et cetera. Donc je me dis: «C'est quelque chose que je remettrai à plus tard, quand les compétitions seront finies». La deuxième étape arrive, le championnat d'Europe qui se passe à Majorque au mois d'avril.
Je me sens prête, d'autant plus que j'ai pu obtenir, ma place de titulaire à nouveau. Cette fois-ci, je la mérite, donc je suis très heureuse. On part à Majorque, tous en équipe, en bus, on est vraiment dans une bonne humeur. Moi, ça me déconnecte totalement de ce qui peut se passer, à la maison. Je laisse les clés à une amie qui garde mon chat et je pars pendant 3-4 jours, à Majorque. Le championnat, se passe très bien parce qu'on valide, cette deuxième étape, donc on gagne le podium du championnat d'Europe. Donc, encore une fois, je suis plus qu'heureuse. C'est un sentiment indescriptible qui est décuplé par rapport à la première compétition parce que beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'affinement de la technique, de la physique et aussi de la fierté personnelle de me dire, «OK, tu valides quand même cette deuxième étape, tu ne te bats pas pour rien. Au moment de cette victoire pour les championnats d'Europe, donc on l'a faite, tous sur la plage. Moi, j'explose complètement. Je me laisse aller à cette joie et je me dis aussi que c'est une belle leçon que je leur donne en ne chutant pas, en essayant juste de réussir. Pour moi, je prends ça vraiment comme une, revanche, de finalement me venger, mais dans le bon sens. Pas de faire le mal, mais de faire quelque chose qui me rende heureuse pour, les faire encore plus rager. En mon absence, j'ai mon amie qui me contacte, premièrement pour me dire que tout se passe bien pour mon chat. Vu qu'elle dort sur place, elle constate d'elle-même qu'il y a des comportements beaucoup plus permissifs qu'avec moi, c'est-à-dire que ma propriétaire va passer une tête sur ma fenêtre ouverte qui, je précise, est au rez-de-chaussée donnant sur mon jardin privatif. Donc elle accède à ce jardin, passe une tête à travers ma fenêtre de chambre pour voir apparemment ce qui se passe à l'intérieur. Donc mon ami me relate un petit peu tout ça. Je me dis que c'est pas cool, mais que en rentrant, je vais régler ça tranquillement. Quand je rentre, mon ami me remet les clés, me fait un petit compte rendu de ces 3-4 jours où elle était très mal à l'aise d'avoir du tapage nocturne, un petit peu comme moi, d'avoir des gros bruits dans l'entrée, cette tête, qui dépasse de ma fenêtre, sans raison apparente. Donc ma propriétaire n'était de toute façon pas prévenue de mon absence. Je pense qu'elle a eu ces comportements en pensant que c'était moi. Je me dis: «Je ne suis pas folle». Ça valide un petit peu mon sentiment de: «Ouh là, c'est pas normal». Le moment où je récupère, mes clés, c'est le soir. Je suis complètement épuisée, mon corps est en train de lâcher. Je sens qu'il y a un relâchement global, que, je tremble un petit peu sur mes jambes, donc je décide d'aller me coucher, de pas trop tarder et de me reposer très profondément jusqu'au lendemain. On est le lendemain matin, j'ai dormi toute la nuit la fenêtre ouverte, il fait beau, c'est une saison où il commence à avoir des belles températures. Je dors, en sous-vêtements, la couette à demi sur moi, donc fenêtre grande ouverte. Il fait jour, j'entends du bruit dans mon petit jardin privatif, comme une brouette qui fait des allers-retours. Je me réveille, j'émerge un petit peu parce que je suis aussi complètement KO, donc j'atterris pas tout de suite. Mais au moment où je commence à prendre conscience de ces bruits qui se passent dans le jardin, je constate que ma propriétaire et mon propriétaire avec leur fils ont décidé de se faire une petite session jardinage dans mon jardin. Je suis un petit peu stupéfaite, je sais pas du tout ce que je dois faire à ce moment-là parce que je suis en sous-vêtements. J'ai des gens qui m'observent de loin parce que je le vois, hein, qu'ils passent toujours une petite tête par la fenêtre. Je suis tellement gênée, je décide de me glisser de la couette, de me mettre à 4 pattes au sol pour qu'on évite de me voir traverser la pièce pour rejoindre la salle de bain, là où il y a mes habits. Je marche à 4 pattes. Alors la situation est très humiliante. Là, je me dis, la redescente, elle est très violente quand même par rapport à ce lendemain de compétition. Je vais dans la salle de bain, je m'habille, je ferme la fenêtre
Je m'assois sur le lit, je suis un petit peu hébétée. Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis qu'on n'a pas atteint, ce niveau-là quand même. Je réfléchis à quel comportement je pourrais adopter. C'est soit j'explose et là, ça peut faire très mal, soit je continue dans cette lignée de je vais dire ce qui me plaît pas, mais en douceur, donc je réfléchis 5 bonnes minutes comme ça. 5 minutes après, la propriétaire toque à ma porte. Je décide de ne pas répondre sur l'instant parce que là, je suis complètement fâchée. Je ne réponds pas, je reste sur mon lit, mais complètement choquée de la situation. Elle retoque 2 minutes plus tard. Je ne réponds pas. Elle m'appelle sur mon téléphone. Je ne réponds pas. Et donc, elle décide de rentrer chez elle. Tout de suite après, je me dis, je vais lui envoyer un message en lui disant que c'est pas du tout correct ce qui est en train de se passer, qu'on n'a pas à passer dans mon jardin privatif, que mon intimité en est complètement bouleversée. Elle ne prend pas en compte ce message, elle ne me répond pas. Et 5 minutes plus tard, elle continue d'aller dans le jardin pour ramasser les feuilles mortes. Je décide de filmer avec mon téléphone la situation parce que je me dis, si jamais un jour je dois porter plainte, tu auras une petite preuve. Donc je commence à me dire, filme tout ce qui pourrait sortir de la normalité. Donc je la filme en train de faire ses allers-retours dans le jardin. Je colle le téléphone en enregistrant sur les murs quand il y a de la musique à fond. Je commence vraiment à être dans... la guerre est déclarée pour moi. Après les championnats d'Europe, on a quand même une petite trêve pour récupérer physiquement avant de reprendre les entraînements intensifs. Pendant cette petite trêve, j'en profite pour demander à ma mère de me rendre visite. Elle vient quelques jours plus tard, tout se passe bien. Le studio est petit, donc on dort dans le même lit. Pareil, fenêtre ouverte. J'essaye de me dire que cette fois-ci, je suis pas toute seule, que si quelque chose doit être dit, eh ben, ma mère est là pour m'accompagner. Vers 2 heures ou 3 heures du matin, donc on dort très profondément, la fenêtre grande ouverte. Mon chat a l'habitude de se promener dans le petit jardin aux alentours. Je laisse la fenêtre ouverte, elle fait sa vie. J'entends un bruit très strident, clairement de mon chat. Donc on est réveillé, mais très brutalement par un bruit de douleur très intense. Je me dis, c'est une bagarre entre chats. Bon, c'est assez virulent, mais attends 2 minutes pour voir si ça s'arrête ou pas. Ça s'arrête pas. Ma mère, me fait, des gros yeux et me dit: «Bah, va voir par la fenêtre ce qui se passe» et je vais à la fenêtre et soudainement, là, je n'entends plus aucun bruit. Je me dis: «Bon, finalement, c'est une bataille de chats. Bon, on va attendre un petit peu. Moi, je suis claquée, je vais me rendormir» et le lendemain matin, je vois pas mon chat. Je me pose la question, je me dis: «Bon, elle a voulu faire son petit tour, OK, pas de souci». Fin de matinée, toujours pas, alors qu'elle a l'habitude de réagir, à la boîte à croquettes. Là, je me dis: «Il y a quelque chose de très étrange». Je m'habille, tout ça, je vais voir dans le jardin et je vois mon chat au pied de ma fenêtre, complètement prostré, tétanisé. Sur le moment, je me dis: «C'est une bagarre qui l'a mise à plat». Je la porte, je vois qu'elle crie de douleur, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je la pose dans la maison, elle est complètement, choquée. Je la reporte et là, j'observe qu'elle est en sang et la douleur qu'elle ressent quand je la prends dans mes bras, c'est le ventre qui s'ouvre parce que l'entaille, est profonde. Je cours vite chez le vétérinaire avec ma mère, opération en urgence, venez la récupérer, en fin d'après-midi. OK, je suis très inquiète à ce moment-là, c'est encore pour moi un gros coup de massue. Je suis dans la salle d'attente de chez le vétérinaire, l'attente est très, très longue. Donc on me dit: «Ben, ça ne vient en tout cas pas du tout d'une bagarre de chat, ni d'un barbelé qui aurait pu l'écorcher. L'entaille est très précise, ça vient très probablement d'un humain». Là, je me pose pas 10 000 fois la question, je me dis: «OK, les seules personnes qui jusqu'à aujourd'hui ont accès à mon jardin, c'est mes propriétaires». Encore une fois, je suis dans le déni, je me dis: «C'est pas possible qu'on passe d'une tête par la fenêtre à
On poignarde un chat, enfin pour moi c'est complètement ça existe dans les films, mais pas dans la réalité. Je commence à trembler de peur en fait. Là, je me dis: «On passe, sur l'étape numéro 2 où c'est plus des petits litiges entre, voisins propriétaires, c'est complètement, autre chose». Là, je sens que le danger arrive. On a été capable quand même de poignarder mon chat, de quoi on peut être capable par la suite. Je demande quand même au vétérinaire de me fournir une preuve écrite de ce qu'il m'avance, encore une fois au cas où si je dois porter plainte, chose qu'il fait sur le champ. Il prend le risque, mais il est tellement sûr de sa réponse que c'est vérifié. À partir de cet incident-là avec mon chat, j'ai quand même, un doute, donc je décide d'aller acheter une caméra que je place, chez moi pour surveiller un petit peu, ce qui se passe en mon absence. C'est une caméra qui se connecte, par Wi-Fi, que je dissimule un petit peu pour, si il doit se passer quelque chose, qu'on ne la voit pas, que je puisse voir un flagrant délit. Je commence, moi, à me dire, «OK, tu es dans une paranoïa, mais écoute quand même ton intuition, fais-le, ça ne te coûte rien». Je reçois une ou 2 alertes, pendant que je fais mes courses. Je les regarde pas tout de suite parce que j'ai les mains prises, je suis chargée en courses. Je rentre à la maison. Je constate que mon petit chauffage soufflant est complètement déglingué au sol. Je me dis: «C'est bizarre, c'est peut-être, mon chat qui a fait, la fofolle, dans l'appartement», donc OK. Mais j'ai quand même un doute. Je me dis, «J'ai cette caméra», donc je me pose, sur le lit et je regarde, les 2 alertes et là, je vois ma propriétaire rentrer dans mon appartement. Elle, commence à faire des allers-retours, à observer un petit peu tout ce qu'il y a dans mon appartement. La première chose que je remarque dans cette vidéo, c'est que mon chat, dès que la propriétaire rentre, elle fuit sous le lit. Là, je me dis: «C'est pas normal». Donc je continue à regarder, tout ce qui s'est passé en mon absence. La première fois, elle prend la peine de toquer, mais la deuxième, la troisième, plus du tout. Parce qu'elle sait que je ne suis pas là. Elle fouille dans mon frigo, on dirait qu'elle cherche quelque chose. Elle fait encore un aller-retour. La troisième fois qu'elle vient, elle vient avec un appareil pour, faire disjoncter toutes mes prises. Toujours au téléphone avec son mari, donc le propriétaire. J'entends parce qu'il y a un micro, donc dire, «Ah oui, tu penses que je devrais peut-être faire ça, c'est vrai, tu as raison, attends, je vais le chercher». Donc OK, elle revient, elle commence à faire des commentaires sur, mon appartement. «Oh regarde, ça c'est horrible, oh mais quelle connasse, celle-là». Au moment où je regarde ces vidéos, je constate, tous ses comportements. Donc elle va essayer mes vêtements dans la penderie, elle va se parfumer avec mon parfum, elle va s'allonger dans mon lit, elle va tirer la queue de mon chat, donc elle va le récupérer carrément de dessous le lit. Elle touche à mes affaires. Donc là, je me dis: «OK, j'ai carrément affaire à une tarée. Là, j'arrête d'être dans le déni». La vérité, elle éclate. Je tremble parce que là, je me dis: «Je suis sur place» et il y a quelques minutes, il y a une psychopathe qui est venue violer mon intimité. Je me sens mais complètement ébranlée. Là, je me sens même en danger parce que la seule patte personnelle que j'ai, c'est derrière ma porte et là, pour moi, je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucune intimité, je n'ai rien. Je suis, sur les fesses, donc je crois que je reste 10-15 minutes sur mon lit à ne pas comprendre ce qui se passe, mais en comprenant quand même. Quand je rentre de chez moi, je vois qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Après avoir, vu le chauffage, complètement, cassé, je remarque que ma petite boîte à espèces, quand les clientes me payent comme ça, est déplacée, voire un petit peu vidée.
parce que j'ai l'habitude de faire, minutieusement mes comptes. Je remarque que, mon plaid, a changé de place. Ces petites choses ont l'air de rien, mais elles m'atteignent profondément parce que, l'importance du mot viol, pour moi, prend toute son essence. C'est un mot que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je pensais que ça pouvait être que physique, mais là, je viens de vivre un viol mental. Je ne suis plus à ma place. En regardant sur les vidéos, je constate qu'elle a le double de mes clés. Pour moi, forcément, c'est quelque chose qui est complètement anormal parce que je m'étais renseignée pendant toutes ces semaines sur les droits que j'avais, etc. Donc, ce n'est pas légal. Et finalement, je décide d'aller au commissariat tout de suite. En route pour le commissariat, je prends le bus, je suis tétanisée, je ne suis pas très loin du commissariat, j'arrive très rapidement sur place. Je fais face à la réalité dans le sens où, je ne suis pas reçue comme je le souhaite. Je dois attendre environ 2-3 heures avant de témoigner. J'ai un appel de ma propriétaire qui me dit que ça sent la fumée chez moi. Je regarde sur la caméra et je vois qu'elle est en train de faire un départ de feu à la maison. Donc là, je bondis de ma chaise dans la salle d'attente. Je vais voir donc le commissaire et je lui dis bah là, ça peut pas attendre. Il faut que vous envoyiez une équipe parce que déjà mon chat est à l'intérieur et qu'elle est en train de foutre le feu à la maison. Ce que je vois sur la vidéo lors du départ de feu, c'est qu'elle traficote mon petit chauffage soufflant qui est déjà bien amoché. Je vois quelques petites étincelles apparaître en dehors de ce petit chauffage. Donc moi, je perds mon sang-froid. Tout le contrôle que j'avais pendant cette semaine et ces mois tombe totalement. Là, je me dis, ok, c'est plus une guerre, là, c'est l'apocalypse. Je commence à lui dire qu'il faut pas qu'elle fasse trop la maline. Je lui dis de faire coucou à la caméra. Donc, je joue un petit peu de façon très sarcastique avec elle. Tu devras avoir chaud à tes fesses parce que la police arrive. Elle ne répond pas. Je crois qu'on reste 10 secondes dans le blanc comme ça au téléphone. Je la regarde en même temps sur la caméra et le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre un petit foulard, un petit tissu pour cacher la caméra. Les policiers me disent que je ne peux pas monter avec eux en voiture pour aller voir ce qui se passe dans mon appartement parce qu'un civil ne peut pas monter avec un policier. Ils me disent ne vous inquiétez pas, on va envoyer une équipe. Je demande à une amie, celle qui a gardé mon chat, de venir sur place, constater les faits, de filmer tout ce qui peut se passer, d'être le témoin de cette scène. Donc elle me dit que les policiers arrivent, ils sont sur place. Donc elle rentre, elle sent la fumée qui a été vite éteinte. Elle récupère mon chat, elle va dehors, elle essaye de le rassurer. Elle me tient au courant au téléphone sur tout changement qui peut apparaître. Là, plus personne ne sort de chez lui. Ma propriétaire est chez elle, on ne l'entend plus. Moi, pendant ce temps, je suis au commissariat. Vient mon tour. Je rentre dans le bureau. La commissaire me reçoit de façon très désagréable. Elle m'écoute à moitié. Elle me regarde de façon très dédaigneuse et elle me dit « Où sont les preuves ?» Donc, je lui fais voir sur le téléphone toutes les preuves. Elle me rit au nez et me dit qu'il faut que j'apporte une clé USB. Je repars sans rien parce que les preuves ne sont pas sur clé USB, qu'il est 18h, que le commissariat va fermer. Donc, je décide de revenir le lendemain pour apporter tout sur clé USB. Je rentre à la maison. Je vois mon amie qui est complètement choquée, je le suis aussi. Elle ne peut pas rester parce qu'elle a des obligations. Je demande à un ami de m'accompagner tout le reste de la soirée parce que je me sens incapable de rester seule, je me sens en danger. Mais en même temps, à ce moment-là, j'ai une haine tellement profonde que je me sens invincible. J'ouvre la porte du sas, je crie.
à travers le sas qu'elle va pas dormir sur ses 2 oreilles, et je l'insulte tellement tout ressort depuis tous ces mois. Je claque ma porte d'entrée. Le propriétaire sort, donc c'est marrant parce que je ne l'avais pas entendu depuis des mois et puis là, il sort et il parle à travers ma porte en me disant: «Tu devrais avoir honte, c'est toi qui ne vas pas dormir sur tes 2 oreilles, tiens-toi prête». Là, je fais la maline, mais sans faire la maline, parce que je me dis: «Il y a quand même qu'une petite porte en bois qui nous sépare», donc je ferme tout à clé et je n'oublie pas aussi d'enregistrer tout ce qui se passe pour le rapporter, aux preuves. Mon ami arrive 10 minutes après. Je suis obligée d'ouvrir cette porte, mais je me dis: «Bon, mon ami, c'est quand même un gros nounours, ça va, je me sens protégée». Je lui ouvre, je claque les portes. En fait, à ce moment-là, c'est moi qui commence à provoquer en retour. Mon ami, qui a ses obligations, doit partir, en fin de soirée, donc il part très tard. Là, je commence à prendre conscience que je vais me retrouver seule face à tout ça. Depuis tout ce temps où les compétitions se sont passées, où j'étais quand même assez accompagnée, là, c'est la première fois vraiment que je me retrouve toute seule. Je commence en fait à faire une crise d'angoisse. C'est une chose que je n'ai jamais eue auparavant. Donc je commence à paniquer sur, pourquoi je tremble, je commence à claquer des dents, tous mes muscles commencent à se figer, ma respiration est complètement coupée. Je crois que je vais mourir. J'essaye de me calmer, j'appelle, ma sœur. C'est la seule qui répond à une heure aussi tardive. Je lui demande de rester, au téléphone avec moi, tant que ça ne se calme pas parce que cette crise d'angoisse dure, mais super longtemps. Elle ne dure pas que quelques minutes, ça ne descend pas. Je l'ai refait à répétition jusqu'au lendemain, tout du moins jusqu'à ce que j'essaye en tout cas de m'endormir, au possible, jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, je me lève très tôt pour réunir toutes les pièces, toutes les preuves pour aller au commissariat. Je repasse dans le bureau avec, la même commissaire qui, cette fois-ci, m'a l'air, plus douce parce qu'elle voit des preuves qui se rajoutent. Elle voit des preuves tangibles sur, sa petite clé USB et elle change complètement de comportement. Là, elle me regarde comme une victime. Donc je fais mon témoignage, donc je porte plainte, je rentre à la maison, je suis tout aussi tétanisée. J'essaie de pas trop faire la maline non plus parce que je ne veux pas sortir, hors du cadre, légal où je me dis: «C'est moi qui ai la main, donc on va essayer de la garder». Si je commence à partir en cacahuète et qu'eux portent plainte, je m'en sortirai pas. Donc j'essaye de me la jouer discrète après cette plainte-là, mais par contre, eux, ils continuent. Quand je rentre chez moi, j'ai quand même, beaucoup de peur parce que je me dis qu'ils sont capables de beaucoup de choses. À présent, je me sens clairement en danger, donc je me dis qu'il faut absolument que je m'en aille, mais de façon très urgente. J'entame mes recherches pour un nouvel appartement avec ce dossier étudiant qui est constitué. Mon oncle se propose de se porter garant pour cette recherche d'appartement avec mon dossier étudiant. Je commence à trouver des petites offres qui sont dans mes prix très raisonnables. Je visite quelques appartements et il y en a un que je trouve très intéressant. Donc je pose ma candidature dessus et je l'ai. Je suis obligée de rester dans cet appartement encore un petit peu de temps parce que le préavis, doit se faire. Alors, exceptionnellement, les propriétaires m'accordent même un préavis de 2 jours s'il le faut, parce qu'ils veulent que je parte et moi je veux partir, très rapidement. Mais l'appartement que moi je trouve est disponible une semaine plus tard. Je décide pendant cette semaine d'être accompagnée au maximum de mes amis, en tout cas de ne jamais, être seule. Malgré le fait que les perturbations continuent, que le son est de plus en plus fort, les coups de casserole, les insultes à travers le mur, à travers la porte d'entrée, ils toquent à travers, ma fenêtre, de la chambre. Tout continue de façon un petit peu plus exacerbée. Ils bloquent l'accès à ma boîte aux lettres, ils bloquent le portail pour, sortir. Je décide, d'ailleurs de changer la serrure, même si c'est en dernière minute. Je me dis: «C'est pas grave, mais je vais le faire. Au moins, j'ai zéro risque que mes propriétaires rentrent». Ils ne sont pas contents,
Donc je me dis que quand même avec une caméra, ils sont quand même capables d'aller, encore, ouvrir cette serrure. La semaine se passe, alors oui, j'ai peur, mais d'un autre côté, il y a la petite libération qui commence à arriver. Les entraînements continuent, on prépare le championnat du monde qui a lieu en août, aux États-Unis. Je continue malgré tout à gérer le déménagement, donc la dernière semaine que je dois passer dans ce petit studio, plus, l'état des lieux de sortie, plus l'emménagement dans ce nouvel appartement, plus les entraînements. Je me donne à fond comme d'habitude, je garde ma place de titulaire. Sauf que, pour cette compétition, on retient que 20 danseurs sur scène plutôt que 30 jusqu'à aujourd'hui. Même si je suis titulaire, je ne fais pas partie des 20 danseurs, je suis dans les 10 autres. Je décide de ne pas investir d'argent pour partir aux États-Unis à ce moment-là, pour être juste remplaçante. Je laisse mon équipe partir. Mon équipe, remporte à nouveau le podium. Je suis très fière parce que dans notre équipe, quand on ne danse pas, on fait quand même partie des échecs, des réussites. On s'est quand même battus tous ensemble pour cet objectif, donc je prends cette réussite pour moi personnellement. Je me dis qu'on a été, quand même jusqu'au bout et je suis très fière. Je déménage, donc je m'installe dans ce nouveau chez moi, je revis, renais, je pose mes meubles, et il y a vraiment un nouveau comportement qui se crée. Donc là, je sens vraiment ce que ça veut dire d'être chez soi. Le jour de l'état des lieux de sortie, je suis accompagnée de mon oncle qui s'est porté garant pour mon prochain appartement, de ma propriétaire, mon propriétaire et son fils. Alors le comportement ne change pas, il est toujours aussi virulent. Son fils qui prend, encore plus ses aises, il ouvre le frigo, mais à ce stade, je n'accorde plus aucune importance. Donc les propriétaires commencent à chipoter sur tout. J'ai fait 3 heures de ménage. Alors, j'aurais pu le laisser en bordel total, mais encore une fois, je veux être dans les règles, ne pas avoir de problème en retour, être irréprochable. Donc l'appartement, je le laisse nickel. Elle, retourne le matelas, elle invente, des poussières qui n'existent pas, elle active la machine à laver, elle dit que le cycle de séchage d'essorage ne fonctionne plus. Elle invente un tas de choses qu'elle rajoute sur cet état des lieux de sortie. Pendant tout l'état des lieux de sortie, j'ai mon microphone qui est branché au loin. Mon propriétaire me taquine, me regarde et me dit: «Là aussi tu nous enregistres?» Donc il s'approche du téléphone, il crie dans le téléphone, il me dit plein d'insultes dans ce téléphone. Je prête pas attention, je rigole, nerveusement parce que c'est un petit peu la dernière bataille avant le départ. Ma propriétaire, finit de remplir son état des lieux de sortie. Je décide de ne pas signer parce que je ne suis pas d'accord. Je remets les clés et je m'en vais. Elle claque la porte derrière. Lui dit que c'est, un soulagement intense de ne plus avoir, une garce comme moi. Moi, je suis, ravie. Je dis aussi que c'est un soulagement de ne pas avoir des psychopathes, comme ça. Je me dis quand même, c'est incroyable qu'ils pensent ça de moi ou qu'ils disent ça de moi. À aucun moment ils se disent, «On a un souci». Je suis vraiment dans un état d'esprit où je suis en mode bisounours. Je me dis: «Mais pourquoi les gens, ils sont méchants comme ça? Pourquoi on en arrive là?» Puis bon, après je m'en vais et je décide d'entamer, ma nouvelle vie. On est en septembre 2019, je repasse les auditions. Cette fois-ci, les auditions durent environ 5-6 heures. Je suis à nouveau prise, très contente à nouveau. Je mène, une vie plutôt tranquille, dans ce nouveau chez moi, mais quand même avec un fond d'inquiétude constante qui m'habite. Je fais quand même des crises d'angoisse,
Pas tout le temps, mais ça me prend de temps en temps quand je commence à être paranoïaque sur, ils vont retrouver mon adresse, ils vont venir. Si je laisse le volet ouvert, ils vont rentrer. Donc j'ai des restes de ce traumatisme où j'ai une hypervigilance. Je sens que le mot stress post-traumatique, prend tout son sens parce que je suis en alerte tout le temps, tout le temps. Je ne suis finalement pas complètement tranquille chez moi tant que le procès n'a pas lieu. Je continue quand même de recevoir des appels, flippants, donc de mes propriétaires en train de chanter, «Tu vas mourir», «On va te tuer», «On va venir chez toi», donc des menaces de mort. Le lendemain, il va appeler et puis il va faire un bruit un petit peu de monstre, tout ça en appel masqué. Alors, je décide de changer de numéro, très, très rapidement pour ne plus avoir ce genre d'appels. Je redémarre sur une année, donc on fait le même processus que la première. On passe par les championnats de France, Europe et monde. Donc la première, c'est France, qui cette fois-ci a lieu en mars. On s'entraîne, on crée un nouveau show, on fait des répétitions intensives. Donc au mois de mars, le Covid, arrive. On n'a pas encore connaissance de ce qui se passe jusqu'au moment où on nous dit qu'on va être confinés, qu'on ne peut plus se retrouver en groupe, donc on arrête les entraînements. Il y a quelque chose où je me sens couler, il y a une redescente de quelque chose où j'ai tenu bon pendant 1 an de tout ce qui a pu se passer et ce jour-là, le confinement arrive. Pour moi, c'est une grosse baffe, c'est une descente, presque aux enfers parce que mon rêve, se casse la gueule, que je me retrouve enfermée avec ce stress post-traumatique, que je suis toute seule et que pour moi, c'est le cauchemar. Je me sens complètement partir, donc je décide, pas longtemps après de consulter pour ne pas rester dans cette, détresse, d'essayer de traiter, cette hypervigilance, en attendant le procès parce que je sais personnellement que je ne me sens pas tranquille tant que le procès n'a pas lieu. Je vais un petit peu mieux au fil des semaines parce que je vois un psychologue, j'essaye de ne pas être toute seule, d'être souvent entourée. On arrive au mois de juin, je reçois un courrier qui me dit que le jugement va avoir lieu. On me dit aussi dans ce courrier que je ne suis pas obligée de me présenter. Sur le moment, j'hésite. Je me dis que j'ai envie de faire front. Et d'un autre côté, le temps est passé. J'ai aussi gagné en paix. J'ai lâché prise sur ce pourquoi. J'ai tout fait pour me reconstruire. Je ne veux pas renourrir la haine ce jour-là du jugement. Donc, je décide finalement de ne pas me présenter. Une semaine plus tard, je reçois un courrier qui me donne la réponse finale de ce jugement. Je m'assois, je lis ces quelques lignes qu'il écrit que les propriétaires ont eu une amende de 200 €. L'avocat de ces propriétaires a changé l'appellation violation de domicile et tout ce qu'il y avait à côté à dégradation de biens matériels. Sur le moment, je suis déçue parce que pendant tout ce temps, j'étais persuadée que j'allais, gagner. Parce que pendant tout ce temps, j'étais persuadée qu'ils allaient, avoir, quelque chose de beaucoup plus sérieux et grave. Je m'étais renseignée, c'est 6 mois d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. Pour moi, ça passait, mais non. Je suis accompagnée de mes amis qui essayent tant bien que mal de me rassurer, de me dire, que pour des gens comme ça fait mal à l'ego, 200 €, ça veut dire qu'ils sont quand même punis en soi, qu'ils ont quand même eu quelque chose. Pour moi, c'est clairement pas suffisant face au préjudice que j'ai vécu pendant tout ce temps. Mais encore une fois, je me dis: «Bon, au moins ça signe, la fin de quelque chose. Au moins, ils ont 200 € à payer», même si pour moi c'est rien du tout et que c'est injuste. Mais on passe à autre chose, on tourne la page. Le déconfinement arrive, je décide de lâcher un petit peu la danse pour l'instant qui m'a clairement dégoûtée. Je me concentre sur plein d'autres choses, notamment mon activité professionnelle pour développer ma clientèle encore plus. C'est un métier passion, le massage, donc
La passion de la danse, s'est transvasée dans la passion du massage. Je finis par rencontrer un homme qui m'apporte, beaucoup de bienveillance, de sagesse. C'est quelqu'un qui est, très introverti, mais qui est dans le don permanent. C'est en fait une douceur qui arrive dans ma vie, qui me fait énormément de bien. On prend notre temps dans cette relation. Il comprend que j'ai des petits traumas à réparer au fur et à mesure du temps. C'est quelqu'un qui est très doux et patient avec moi, très tolérant. Donc on fait notre petit bonhomme de chemin et puis, je finis par, tomber enceinte. Je décide de me concentrer, entièrement sur ma grossesse. Je stoppe mon activité de masseuse, très rapidement pour être, à corps et âme dans cette grossesse que je vis merveilleusement bien. On a hâte d'accueillir, ce petit bébé. On apprend que c'est une fille. Bref, l'idylle, totale. J'accouche, tout se passe bien, on est, encore une fois très heureux. Il y a quelque chose pendant cette grossesse et cet accouchement qui me répare au fur et à mesure parce qu'il y a un élan de vie qui arrive, du bonheur, en concentré. Ça vient contrebalancer, tout ce que j'ai vécu, ces derniers mois et années. Je me rends compte finalement que le bonheur que je pourchassais dans ce rêve se traduit parfaitement dans, ce bonheur de fonder une famille, d'avoir des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus humaines. Aujourd'hui, ce que cette histoire m'a apporté, c'est de s'affirmer sans douter, c'est d'avoir confiance en ses intuitions, d'avoir confiance en soi. Si on sent que dans notre corps, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et si en face, la réponse est mal reçue, à aucun moment, à partir du moment où j'aurais été polie, droite, je dois me remettre en doute. Ça m'a permis de m'affirmer, de prendre confiance en moi. J'étais, naïve, j'essayais vraiment de toujours laisser le bénéfice du doute aux gens, pensant que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Ce qui me fait du bien, c'est qu'aujourd'hui, je peux me défendre sans écraser les autres pour autant, juste de dire, «Ça me plaît pas» et plutôt que de m'investir émotionnellement, de juste fermer la porte. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 273, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron, elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.